Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des familles en larmes ont perdu le sommeil au lendemain de l'enlèvement de leurs enfants, tous étudiants à l'université de Buea dans le chaudron de la crise anglophone. Une rançon aurait été exigée pour la libération de ces enfants. Ce phénomène de kidnapping des individus a pris une ampleur inquiétante dans l'Adamawa, contraignant le chef de l'État à revoir la stratégie de déploiement de la gendarmerie pour contrecarrer cette grande criminalité transfrontalière. Dans un tel contexte sécuritaire, les élections régionales peuvent-elles se tenir cette année 2019? Dans l'attente de la convocation du corps électoral, le Parlement est appelé à examiner un projet de loi fixant le nombre de conseillers régionaux répartis à travers le triangle national. Cependant, au regard des dispositions générales de ce projet de loi, les premières insuffisances sont pointées du doigt. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'on est toujours sans nouvelles de ces 20 étudiants de l'université de Buea kidnappés alors qu'ils se préparaient pour les prochains Jeux universitaires. Les familles sont en larmes, désemparées, sans nouvelles de leurs enfants et une rançon aurait été exigée pour la libération de ces enfants en captivité selon des journaux d'expression anglaise. On fait le point avec Eric Marsan-Diomo. Il préparait les Jeux universitaires édition 2019. Les 15 joueurs de l'équipe de football de l'université de Buea ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à une séance d'entraînement non loin du stade du campus de l'université de Buea. Cette situation a plongé toute la communauté universitaire dans le désarroi, les familles dans les interrogations et les populations dans la psychose. Les forces de défense depuis intensifient les recherches pour retrouver les 15 footballeurs dont on est toujours sans nouvelles. Notons que selon certaines sources, les ravisseurs qui se réclament de la République virtuelle d'Ambazonie auraient demandé une rançon à l'université de Buea pour libérer les otages. L'on est aussi sans nouvelles de l'ancien secrétaire d'État au ministère de la Justice, Emmanuel Gafferson, enlevé à son domicile à Bamenda. Le phénomène de rapt prend de l'ampleur depuis plusieurs mois dans les régions anglophones du Cameroun. En début de semaine, c'est l'entraîneur de Young Sport Academy de Bamenda qui était enlevé puis libéré des heures plus tard. Preuve que le phénomène touche désormais toutes les couches de la société. Parlons à présent d'un phénomène de transe observé en milieu scolaire à Garoua, dans la région du Nord. Le proviseur du lycée bilingue de Galbidié à Garoua est accusé par ses élèves de pratiques de sorcellerie. Pourtant, le gouverneur est descendu sur les lieux pour calmer une foule en furie et des élèves prêts à en découdre avec le responsable administratif. Il a tenu à les rappeler à l'ordre et les ramener à la raison. Reportage avec Olivier Sefo, Xavier Foka et Warren Zede. Le lycée bilingue de Galbiti à Garoua a encore été le théâtre du phénomène de transe collective. On était tout simplement en classe et on a commencé à entendre les cris ici. On a dit que mais qu'est-ce qui se passe? Une fille est venue toquer la porte, elle a dit qu'il y a sa nièce qui fait notre classe et qu'elle ne voulait pas que sa nièce meure. Et quand elle a tiré la fille est aussi tombée. Comme ça on a dit que qu'est-ce qui se passe ici? On dit que c'est le professeur. On est sorti, on avait arrêté notre samseur pour la bastonner. C'est alors comme ça que les filles ont commencé à tomber un par un. Pour les élèves de ce lycée, il s'agit ni plus ni moins des pratiques de sorcellerie. Ils accusent leur proviseur, par ailleurs épouse du préfet de la Benue, d'être à l'origine de ce phénomène qui emporte leurs camarades. Les gens ne font que tomber chaque jour. Depuis qu'elle est venue, il y a de cela 3 mois. 3 mois. Donc, il y a eu 8 à 12 mois. En colère, les élèves du lycée bilingue de Galbidié se résolvent à en découdre avec elle. Elle ne mérite pas la prison. La prison, c'est la simple pour elle. C'est qu'il faut la bastonner bien même. Informé de la situation, Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord, choisit la médiation pour apaiser les tensions. Vous n'aviez pas besoin de parcourir toute la ville comme vous l'avez fait pour qu'on sache que vous avez des problèmes. Les responsables de l'administration, qu'on va également convoquer pour que les choses reprennent dans leur bon sens. Mais je puis vous assurer d'une chose,
le message, nous l'avons compris. Et nous allons apporter des solutions pérennes à cette affaire. Dans une région du Nord où le taux de scolarisation est l'un des plus bas, le gouverneur a saisi l'occasion pour leur rappeler le bien fondé de l'école. L'avenir de chacun est lié à sa capacité de pouvoir suivre attentivement ce qu'on lui apprend ici à l'école. Je voudrais donc vous dire que vous êtes d'abord ici pour venir apprendre et surtout être des responsables des gens demain. Si nous n'étions pas à l'école, on ne serait pas ce que nous sommes. Plusieurs établissements scolaires de différentes localités du pays ont par le passé connu ce phénomène de transe. Au-delà de ce phénomène de transe, il y a un fléau qui gangrène le Grand Nord, notamment dans l'Adamawa. C'est celui de l'enlèvement des individus et l'exigence des rançons. Le président de la République, face à l'ampleur du phénomène, a envoyé une unité d'élite pour contrecarrer ce banditisme de grand chemin. Cependant, des actes d'agression et d'enlèvement continuent à être enregistrés au point où il y a eu un redéploiement stratégique de la gendarmerie dans la région de l'Adamawa. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Jean-Paul Chouniat. La ville de Ngaoundéré by night, un chef-lieu de la région de l'Adamawa qui défraie la chronique d'une insécurité galopante et inquiétante ces derniers temps. La criminalité y a fait son nid avec des agressions quotidiennes enregistrées en milieu urbain comme en milieu rural. Si tu pars vers Nord, il n'y a pas la lumière, il y a les agressions là-bas. Si tu pars à Bamianga, il n'y a pas la lumière, il y a les agressions là-bas. C'est pour cela que maintenant les taxis ne veulent pas circuler en route. On a pris un moto chez mon frère, chez mon grand frère. On lui a dosé un coup de marteau, on a pris la moto. Grâce à Allah, la propriété de la moto m'a laissé. Il ne m'a jamais mis dans cette cellule. Et les premiers coupables tout trouvés, les mototaximens qui ne l'entendent pas eux aussi de cette oreille. On dit que nous sommes les agresseurs, alors que ce n'est pas tout le monde qui agresse. Les bandits ont leurs motos personnelles qui partent les coups. On peut arrêter les motos qui n'ont pas les gilets, porter les blousons simples la nuit. Ce sont eux les bandits, mais celui qui a son gilet, il est en train de travailler, il n'a pas de problème. Même en voiture, les gens peuvent faire le coup avec la voiture. Ce n'est pas les motos qui font le coup, c'est le coup. Première mesure conservatoire des autorités administratives. La circulation est dorénavant interdite de 22h à 6h du matin dans toute la ville. On peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Si c'est une mesure que les autorités en place ont prise pour mieux organiser la sécurité et mieux sécuriser la population, tant mieux. Si la mesure arrange la majorité des habitants de Ngaoundéré, mais elle agace aussi les transporteurs par taxi et mototaxi pour d'énormes manques à gagner. Les policiers nous tapent, ils barrent la route avec on arrête la moto, tu vas retirer là-bas aux communautés urbaines. Donc on n'a jamais vu comme ça ici en Ngaoundéré. Ça ne peut pas arranger la situation. On a le problème de la recette. En plus de toutes ces agressions, cambriolages et meurtres dans les domiciles et quartiers, il y a cette grande criminalité intérieure et transfrontalière que décrit le ministre de la Défense. Venu installer dans cette région 2 hommes forts. Cette région connaît depuis un certain temps une criminalité transfrontalière exacerbée par une transhumance belliqueuse des bergers venus des pays voisins, la circulation des armes à feu, le vol des bétail, les prises d'otages. Autant de situations préoccupantes. Colonel Dangouka Elissa, prenez le commandement. Le colonel Dangouka Elissa à la tête de la Légion de gendarmerie de l'Adamawa et le colonel Ndjouka Dominique aux commandes de la 31e brigade d'infanterie motorisée. Les deux promus ont des missions bien précises. Vous devez, pour ce faire, agir de manière proactive en établissant une communication avec vos hommes, même au plus bas niveau de l'échelon, pour leur expliquer leurs droits d'une part et leurs devoirs en zone opérationnelle, préserver un climat de bonne collaboration avec les populations, dont le concours est très précieux et indispensable dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la collecte du renseignement.
Avec ces deux officiers supérieurs, présentés comme pétris d'expérience, récoltés tout au long de leur riche et longue carrière, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, demande à la population de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre et les forces de sécurité pour tordre définitivement le coup à cette insécurité qui a hissé la Damawa au palmarès de la criminalité au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, parlons à présent de ce centre de formation, centre de promotion de la femme et de la famille, confronté à un déficit criard en matériel didactique et autres équipements. Le constat a été fait à Ntui, dans la région du centre. Là-bas, les apprenantes sont confrontées à cette difficulté qui impacte la qualité de leur formation technique dans cette structure publique. Charles Melingui et Marcelin Gansop. Comme je reste au quartier, moi-même j'ai décidé de venir au centre de formation parce que rester sans ne rien faire n'aboutit à rien. Sage décision que celle prise par les jeunes filles de la ville de Ntui. Grâce au centre de promotion de la femme et de la famille, elles peuvent apprendre un métier avec l'espoir qu'elles pourront s'insérer aisément dans le marché de l'emploi. Sauf que les conditions d'apprentissage ne sont pas des plus adéquates. Les difficultés que nous avons dans notre centre de promotion, c'est que nous n'avons pas le matériel de cuisine, comme les cuillères, les fourchettes, les plateaux, le gaz, les glaciers et tout ça. Tout le matériel, nous n'avons pas. C'est pour ça qu'on ne peut même pas bien se former dans notre centre de promotion. Nous n'avons que 2 machines en marche et pourtant nous sommes 9 apprenants. Donc, ce qui nous ralentit notre formation. Nous demandons à l'État de nous envoyer un équipement de matériel pour que notre formation puisse être accélérée comme notre formation est juste d'1 an. Des difficultés corroborées par le directeur de cette structure technique du ministère de la promotion de la femme et de la famille, notamment en ce qui concerne la filière industrie d'habillement. Ces machines connaissent des pannes. Il faut constamment faire reviser, surtout que c'est électrique. Avec les coupures électriques que nous connaissons dans notre département en ce moment, c'est un peu difficile. Nous voulons nous atteler à revenir un peu sur des machines à pédales. En dépit des difficultés rencontrées, les apprenantes, conscientes que c'est leur seul espoir, se donnent à fond. Un engagement salué par le premier adjoint préfectoral du Mbamekime en visite d'encouragement dans cette structure de formation. Les jeunes apprenantes du centre de la promotion de la femme et de la famille montrent à loisir que si elles sont déterminées dans ces secteurs d'activité, elles peuvent tout aussi bien trouver leur paradis, elles peuvent trouver leur bonheur dans ce qu'elles font. Donc j'invite les jeunes Camerounaises, pas seulement du Mbamekime, mais de toute la République, à suivre l'exemple des jeunes apprenantes du centre de promotion de la femme et de la famille. Au sortir de la formation, les plus chanceuses peuvent être recrutées par les pouvoirs publics, mais la plupart s'installent à leur propre compte, malgré l'environnement difficile. La société civile critique les mesures gouvernementales en matière de promotion des droits des femmes au Cameroun. C'est à la faveur d'une journée de concertation organisée sous l'égide de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Joël Essenge et Ike Cyril pour d'autres précisions. Les violations des droits des femmes sont nombreuses au Cameroun. Que ce soit dans leur participation à la vie politique, ou bien que ce soit dans certains aspects culturels, les femmes sont amenées à souffrir après le décès de leur mari. On leur fait passer through des situations très difficiles. Et certaines jeunes filles sont forcées à entrer en mariage d'une manière précoce. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Le gouvernement annonce des mesures pour préserver les droits des femmes. Mais sont-elles efficaces? La question est en débat à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'approche classique des États, ça serait oui, nous avons compris, nous sommes en train de faire des efforts, nous avons programmé les actions, mais la société civile doit voir si tous les efforts, tous les éléments sont inclus pour pouvoir mener l'État à agir d'une manière satisfaisante en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. À la faveur de la journée de consultation des organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés invite les OSC à critiquer les mesures gouvernementales, mais aussi à formuler des propositions
en vue de rendre effectif le respect des droits de la femme. Nous sommes présents sur le terrain et nous sommes là, nous veillerons à ce que dans le rapport périodique, que les droits des peuples Mboro, à savoir la femme et les jeunes, soient respectés, puisque nous travaillons avec eux sur le terrain à l'Est Cameroun. Les propositions recueillies de la société civile rentreront dans les rapports périodiques du Cameroun, conformément au protocole de Maputo et de la Convention de Kampala d'une part, et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole sur les droits des femmes d'autre part. Dans la perspective d'organiser les élections régionales au Cameroun, le gouvernement appelle le Parlement à examiner un projet de loi fixant la répartition du nombre des conseillers régionaux dans les arrondissements, départements et à travers le triangle national. Cependant, au regard des dispositions générales de ce projet de loi, des premières insuffisances sont relevées par des experts en matière de décentralisation. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le projet de loi fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux qui vient d'être déposé par le gouvernement sur la table des députés est minutieusement scruté. Pour l'expert en question de décentralisation, Barthélémy Komtuente, ce projet de loi apporte d'abord la certitude de la tenue imminente des élections régionales. Ce projet de loi augure l'imminence de l'organisation de l'élection des conseillers régionaux. Ce qui est une bonne chose. Vous savez, depuis que la Constitution a institué les régions, on attend. Et je crois que le gouvernement, cette année, va franchir le cap et organiser ces élections régionales. Pour autant, il n'hésite pas à questionner le nombre de conseillers régionaux, soit 900 au total. Le chiffre est d'abord élevé. Parce que quand vous lisez le projet de loi, le gouvernement se base sur une répartition égalitaire. Or, pour moi, ça ne me paraît pas pertinent. Parce qu'une répartition égalitaire des conseillers régionaux ne paraît pas pertinent à partir du moment où les régions n'ont pas la même configuration. Selon lui, la réalité de la région du centre semble avoir été reproduite sur le reste du pays. Le nombre de 70 pour les délégués départementaux correspond exactement au nombre de communes qu'il y a dans la région du centre. Et quand vous allez plus loin, on se rend compte que le nombre de 20 conseillers régionaux pour le collège des chefs traditionnels correspond aussi à 2 conseillers par département, puisque le centre a 10 départements. Arguant de la nécessité de faire correspondre le nombre de conseillers régionaux au poids démographique, l'analyste pointe les errements du gouvernement. On a l'impression que le gouvernement s'est mis un peu dans la mouvance des sénatoriales. Ça se justifie qu'au Cameroun, chaque région ait 10 représentants au Sénat. Mais le cas des conseillers régionaux qui vont siéger dans des régions autonomes, on ne devrait pas étendre ça à cette dimension. Au final, pour l'expert en question de décentralisation, tel que ce projet de loi est élaboré, l'efficience lui fait défaut. Au lieu de privilégier l'efficacité des débats au sein du Conseil, on privilégie plutôt l'allocation de certains postes aux gens pour avoir des rentes protocolaires. Ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas évoluer avec ça. Les députés vont-ils à leur tour s'emparer de ces interrogations pour retoquer ce texte? Seuls les débats en plénière lors de son adoption le diront. Une autre affaire de mœurs défraie la chronique dans une paroisse catholique située à Caen dans la Menois. Là-bas, le prêtre a déserté la paroisse. D'aucuns affirment qu'il aurait échappé de justesse à la colère des populations venues le sommer de s'expliquer sur les accusations d'attouchement sexuel sur une mineure de 14 ans. Cependant, à la surprise générale, l'adolescente refuse d'effectuer des examens médicaux pour attester des présumés sévices sexuels subis durant sa rencontre avec le prêtre. Le prêtre incriminé est porté disparu depuis plusieurs semaines et la situation est confuse du côté de Caen. Enquête signée Leclerc Sakem. En ce dimanche, jour du Seigneur, la paroisse Saint-Maximilien Colbé de Bamendou ne désemplit plus. Les fidèles sont orphelins de leur berger depuis 2 semaines. Seuls quelques adeptes
choristes répondent encore présents. La raison est toute trouvée. On ne part pas à l'église parce qu'on raconte les mauvaises choses sur le prêtre. Nous n'avions pas éteint l'église catholique à Bamendou. C'est le prêtre. Ici, le nom de l'homme de Dieu est cité dans une affaire de mœurs. L'une des camarades de notre fille là, c'est la camarade qui se plaint en première position que le samedi autour de 16h, elle a trouvé notre fille qui rentrait du prébistère là à l'âme chaude. Mais nous avons voulu savoir ce qui s'est réellement passé. Mais ce que la camarade nous a expliqué, c'est que la fille lui a transmis ce message. Elle était au champ avec sa maman. Subitement, le téléphone de la maman a sonné. Elle a pris, c'était écrit là-bas l'abbé. La maman dit que oui, c'est le prêtre qui appelle. Il faut qu'on rentre. Dès qu'ils sont rentrés du champ, la maman arrive à la maison et demande à sa fille de se laver. Après avoir se lavé, elle attache quelque chose sur un papier noir et dit va de mettre ça au prêtre. Quand la fille dit que bon, je ne peux pas aller là-bas, envoie plutôt mon petit frère, la maman refuse. La maman refuse, elle impose sa fille seule, parce que son petit frère voulait l'accompagner, la maman aussi refusé. Elle impose sa fille seule à aller de mettre le paquet au prêtre. Quand la fille arrive au prébistère, elle toque, le prêtre sort étant encore en soutane. Elle remet le paquet, mais le prêtre dit ma fille, s'il te plaît, voilà mes assiettes là qui sont sales, est-ce que vous pouvez m'aider à les laver? La fille dépose aussi ce qu'elle avait aussi, parce qu'elle avait aussi un paquet, elle commence à la faire la vaisselle. Subitement, le prêtre entre et ressort, n'ayant plus la soutane, il était en short. Commençait à caresser la fille, l'a tirée pour entrer avec. Voilà le message que sa camarade nous a transmis. Courroucés, les habitants décident d'avoir le cœur net. Bien après, ça nous a énervés. Mais le fait que nous nous déployons à l'église n'était même pas d'aller dire au prêtre pas. C'était pour savoir la vérité, si ce que la fille là a raconté était vrai ou pas. Mais le prêtre nous voit, il prend fuite. Pour les fidèles, c'est une histoire montée de toutes pièces. L'histoire de viol est non fondée. Pourquoi? Parce qu'on a, et lui-même a dit qu'il voit l'enfant vierge, qu'on aille faire les textes de virginité à l'enfant. On arrive à l'hôpital, la mère refuse. Outre la génitrice, la fille refuse de se soumettre aux examens médicaux. On l'a amenée à l'hôpital. À Tchang, on n'a pas eu les imprimés de certificat médical. Nous nous sommes déplacés pour Balessin. Arrivé à Balessin, le directeur de ce centre de Balessin a voulu consulter ma fille. Ma fille a dit qu'on ne la touche pas. Bon, étant donné que la fille n'a pas voulu coopérer, nous sommes encore tombés dans un autre tourbillon. On s'est dit qu'il y a quelque chose d'assez obscur que cette situation occulterait. Parce que une fille de 14 ans qui s'entête à ne pas être examinée par un médecin en présence des parents, c'est quand même un peu étonnant. Et au jour d'aujourd'hui, sans être péremptoire, je peux dire que si tous ces entrefaits sont conjugués, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait cacher. Le prêtre, qui est un monsieur très respectable et très considéré au sein de la communauté, n'est jamais revenu dire que voilà, il s'agit d'un ragot, c'est un mensonge. La fille, quant à elle, se débine à pouvoir faire transparaître la vérité, ne conforte que le grand doute. Une plainte a été initiée par le père de la fille et déposée à la chefferie supérieure Bamendou et à l'évêché de Bafoussam. Cette situation, qui prête à confusion dans ce groupement, paralyse non seulement l'église, mais aussi le collège Saint-Albert-le-Grand de Bamendou, où le père curé officie comme principal. La présidence de la République du Gabon annonce le retour d'Ali Bongo Ondimba samedi 23 mars 2019. Après 4 mois de convalescence à Rabat au Maroc, le président gabonais est de retour définitif, mais aucune indication officielle sur son état de santé. Je vous propose à cet effet d'écouter le porte-parole de la présidence de la République gabonaise. Bonjour à tous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, quittera le Maroc pour rentrer au Gabon ce samedi 23 mars. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, se réjouit
de retourner parmi ses compatriotes. Il tient à remercier très chaleureusement son frère, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, pour la qualité de son accueil et l'inestimable soutien apporté tout au long de son séjour dans le royaume chérifien. Je vous remercie. Retour annoncé d'Ali Bongo Ondimba samedi prochain à Libreville, au Gabon. Et c'est une course contre la montre qui est engagée en Mauritanie. Les organismes d'aide essayent tant bien que mal d'atteindre les survivants du cyclone qui s'est abattu dans les villes de Mauritanie avec les pénuries de nourriture et d'eau potable. La menace de maladie s'accroît. Cette catastrophe naturelle a entraîné des dégâts importants et de nombreuses pertes en vie humaine. Près de 15 000 survivants attendent de l'aide humanitaire en Mauritanie. Et les Lions indomptables qui affichent leur sérénité à 2 jours du match contre les Comores. La 4e séance d'entraînement s'est tenue ce jeudi au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Ils disent être déterminés à vaincre les Comores lors du match prévu samedi prochain du côté de Yaoundé. Et un public reportage dans ce journal, l'entreprise Eneo, satisfaite de l'amélioration de la qualité observée dans la fourniture de l'énergie électrique à Yaoundé et Douala. C'est le résultat des travaux de modernisation du transport et d'électricité dans les principales villes du Cameroun. Reportage. Année 2019, Eneo Cameroun s'est fixé un objectif, accélérer ses investissements pour améliorer la stabilité de son réseau de distribution et ainsi son service. C'est ainsi que son budget d'investissement de 47,3 milliards pour 2019 est en croissance de 30% par rapport à celui de l'année d'avant. Ici, 26 milliards de francs consacrés à ce réseau de distribution saturé. Et dans les 26, 4 milliards de francs sont affectés au projet de renforcement, modernisation et sécurisation de 170 km de réseau potentiel à Douala et Yaoundé. Pas à pas, on commence à voir les fruits de ce déploiement. C'est le cas ici, sur la ligne Bekoko-Pont-Mungo, une ligne de distribution sur 6 km, presque entièrement déjà debout sur poteaux en béton. On a renforcé le réseau qui était en 54 mm à 93 mm aujourd'hui. On peut parler de maintenance préventive maintenant. Vous voyez le réseau qui est en béton, ça sécurise la fourniture en énergie électrique, surtout dans ces zones qui est pressentie comme une zone industrielle. L'énergie est sécurisée sur tout le long de 6 km qui était prévu. Et c'est ça qui est prévu pour toutes les 170 km qu'on est en train de vouloir faire dans Douala et Yaoundé. Toutes les zones fortement utilisées sont bien sécurisées en termes de support et en termes de fourniture d'électricité pour pouvoir améliorer la qualité de service chez les clients en termes de tension qui sera mieux, en termes de continuité de service et en termes de nombre de gens qui peuvent avoir accès à l'électricité. C'est donc une ligne neuve et solide qui sécurise désormais la fourniture d'énergie électrique dans cette zone. À notre passage, des entreprises accomplissaient les dernières manœuvres d'installation de poteaux béton sur ce tronçon. Ailleurs, dans le cadre du même projet, les travaux commencent. C'est le cas ici à Lorbaba. Cette ligne dessert Lorbaba et Niala. Les techniciens commencent par le renforcement électrique. Nous avons ici 2 câbles. Ça, c'est l'ancien câble qui était sur la ligne existante. Et vous allez constater qu'elle est de faibles sections et il est vieux. Donc ici, vous constatez qu'il est neuf et il a une section plus grande. C'est-à-dire, électriquement parlant, il peut transporter plus d'énergie et donc plus d'électricité pour nos ménages. Ainsi se poursuit le projet de renforcement du réseau de distribution à Douala et Yaoundé. À ce jour, il est exécuté à 25%. 95 km de lignes sont concernés dans les différentes communes de Yaoundé et environ 72 km dans les arrondissements de Douala. Le programme des chantiers est progressivement publié sur le site web d'Eneo Cameroun afin de permettre aux populations des quartiers impactés de faire face aux coupures engendrées le temps des travaux. Il faut le préciser concernant la situation humanitaire qui prévaut au Mozambique
et non en Mauritanie. Le Mozambique qui est confronté à cette situation humanitaire, près de 15 000 survivants qui attendent de l'aide de la part des organismes humanitaires après ce cyclone, cette catastrophe naturelle qui a causé la mort d'environ 300 personnes, un bilan qui pourrait s'alourdir au Mozambique qui vit une situation particulièrement difficile depuis quelques jours. Et concernant les publics reportages des femmes qui sont allées à la découverte de l'usine de production des cubes Magie dans les installations de Nestlé à Bonabéry, à Douala. Reportage. Je ne peux pas la laisser. 5 lettres, une étoile, Magie, tout comme femme, ne font qu'un. Journée internationale de la femme 2019, pour une fois encore, il est là. Le prétexte idéal pour la témoigner, l'alchimie parfaite existante entre Magie et la femme. C'est donc le récit d'une aventure dont les péripéties plutôt heureuses se sont enregistrées autour de bien d'activités. Bon, un immense plaisir tout d'abord. Et ça fait que je vais découvrir ce que c'est que Magie, l'usine. Donc une grande expérience que je vais vivre, quoi. Donc je suis tellement émue. Je n'ai pas suffisamment de mots pour exprimer ma gratitude. Sans distinction aucune, elles le sont des étoiles, elles aussi, les mamies. Venues de l'Ouest Cameroun, dans le but de toucher du doigt l'élan à cette production du bouillon culinaire Magie, qui se distingue de son 100% fait à base d'épices naturelles. C'est ici le travail d'une équipe au dynamisme sans nul autre pareil qui a su faire ses preuves. Effectivement, la qualité, c'est une priorité et c'est non négociable à Nestlé. Nous, on voulait assurer nos mamies que toutes les matières premières utilisées pour la fabrication de Maggi, quel que soit Maggi Cube, Maggi Tablette, sont naturelles. Il n'y a aucun produit artificiel ajouté sur la fabrication de Maggi Cube. Entre satisfaction et succès, de belles senteurs qui ont vite fait de rassasier plus d'un. Pour épicer cette réussite, une marche sportive organisée en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Comme le dit Nestlé, Good Food, Good Life. Nous avons voulu participer à cette marche. Vraiment une marche sportive, quoi de bien que de juste nous permettre d'être en meilleure forme et de resserrer les liens, n'est-ce pas? Le goût mérite donc d'être parfait au regard de la grande mobilisation tenue autour de la célébration de la femme. Voici l'étoile à Fomaric, avec son concours du futur chef. À toute la communauté Magie, du top management à la plus petite des entités, mais surtout à ces milliers de consommateurs, Magie rassure. Aujourd'hui, nous accompagnons tous les professionnels de la restauration qui sont dans l'espace Fomaric. Alors, nous avons sélectionné au milieu d'eux, par un pur hasard, nous avons eu 2 demi-finales. Aujourd'hui, nous allons avoir les finalistes et l'heureux gagnant représentera le chef cuisine de Fomaric 2019. Avec Magie, chaque femme est une étoile. Magie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé, la cité capitale. Vous allez retrouver Serge Alain Autou et ses invités qui vont débriefer les principales articulations du journal de 20h. Ils sont en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.